Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé de la mi-journée dont elles sont les faits marquants. Tenue du premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale. Également dans l'actualité de ce 15h, cri d'alarme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui appelle tout le pays à prendre leur part de responsabilité dans l'accueil de réfugiés. Passons au développement de ces nouvelles. Sous la présidence du chef de l'État Ismaël Marguelé a eu lieu la 9e séance du Conseil des ministres qui ouvre le nouveau mandat du chef de l'État suite à sa brillante réélection le 8 avril dernier à la magistrature suprême et l'arrivée d'une nouvelle équipe gouvernementale. Cette séance a été essentiellement consacrée à la présentation de la nouvelle feuille de route que le chef de l'État et chef de gouvernement a signé à tous les membres du gouvernement. Le président Guelleh a rappelé avec force les attentes de la population et les promesses faites lors de la campagne électorale. Il a rappelé son objectif principal de faire de Djibouti une nation prospère. Le chef de l'État s'est engagé dans sa présentation à réduire la fracture sociale et à lutter plus efficacement contre la pauvreté. Le président de la République a indiqué qu'une économie solide permettra d'offrir plus de travail aux Djiboutiens et qu'il s'attachera à rendre la justice plus performante, l'administration plus efficace et offrir à nos jeunes une éducation de qualité et une formation professionnelle en adéquation avec le marché du travail. Le numéro 1 djiboutien a exhorté les nouveaux gouvernements à relever le défi du développement et exécuter les programmes mis en place. Il a demandé aux nouveaux membres du gouvernement de faire preuve de rigueur et de discipline et de faire primer l'intérêt général. Le chef de l'État, Ismaël Marguelé, a par ailleurs indiqué qu'il ne tolérerait aucune discrimination et que chaque responsable qui manquerait à son devoir pourrait se voir exclu du gouvernement. Le président de la République, Ismaël Marguelé, a demandé lors d'une allocution aux membres du gouvernement de se mettre au travail sans tarder. Une séance donc solennelle marquée par un discours du président de la République aux membres du gouvernement pour leur rappeler son engagement pris devant les Djiboutiens de ne laisser personne sur les bords de la route. Les membres du nouveau gouvernement sont arrivés tôt ce matin pour cette séance où ils ont été reçus par le chef de l'État, Ismaël Marguelé. Avant d'entamer donc en effet cette séance du Conseil des ministres, le président de la République, Ismaël Marguelé, en compagnie du Premier ministre Abdelkader Kamel Mahamad, a reçu l'ensemble des membres de ce nouveau gouvernement qui compte 14 nouveaux ministres, soit une équipe gouvernementale remaniée à plus de 50%. Les membres reconduits gardent pour l'essentiel leurs postes respectifs à deux exceptions après le nouveau ministre de la Santé, le docteur Jama Elmi Okiye, prend donc le règne du département de la santé et le nouveau ministre Ali Hassan Bardon qui prend donc le portefeuille de la défense. L'installation de l'ensemble des membres du gouvernement nommé jeudi dernier a été donc exécutée dès samedi matin par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mahamad. Dès l'arrivée de l'ensemble des membres du gouvernement au palais présidentiel et à l'issue d'un bref entretien avec le chef de l'État, vous verrez donc sur les images une photo de famille. Ils se sont réunis donc à prendre une photo de famille.
Et juste donc après l'accueil, les nouveaux membres du gouvernement, le chef de l'État donc a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du gouvernement. Il a prononcé un discours dans lequel il a rappelé que la confiance dont il bénéficie de la part de la population, qui lui a exprimé son attachement personnel et de voir Djibouti atteindre son plein potentiel ne doit pas être dessus. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, que je vous propose de l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs les ministres, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce conseil des ministres qui marque officiellement l'entrée en exercice d'un nouveau gouvernement. Les résultats de l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu montrent l'ampleur des attentes manifestées par les Djiboutiens. En me renouvelant sans aucune ambiguïté leur confiance, ces derniers ont exprimé leur attachement à la République et leur volonté de voir Djibouti atteindre son plein potentiel. J'ai pris l'engagement devant nos compatriotes de faire de Djibouti une nation prospère. J'ai aussi pris l'engagement de ne laisser personne sur le bord de la route. Réduire la pauvreté, éviter la fracture sociale est donc pour moi un objectif majeur. Je souhaite l'atteindre en m'appuyant particulièrement sur la formation et le travail, qui sont les leviers essentiels de sa réussite. À l'issue de mon mandat, je souhaite remettre au nom de la nation un pays transformé, doté d'une économie solide, elle-même soutenue par des institutions fortes, d'une justice irréprochable, d'une administration efficace, d'infrastructures modernes et d'une population saine et éduquée, capable de récolter les fruits de cette transformation. Ces attentes, cette volonté, je veux les voir traduites dans les faits rapidement et sans hiatus. Pour ce faire, j'ai décidé de faire appel à vous, des hommes et des femmes que je pense les plus à même de m'accompagner dans cette noble mission. Ce gouvernement auquel vous appartenez n'aura donc qu'un seul ordre, qu'un seul devoir, celui de respecter et mettre en œuvre dans la lettre et dans l'esprit le programme présidentiel. Ces engagements ont été pris dans le champ de vos compétences ministérielles. Il va de soi que j'attende de vous que vous le teniez. Car lorsque la volonté est affirmée, lorsque les choix sont faits, nous devons faire en sorte qu'ils puissent être traduits au mieux devant les Djiboutiens. Mesdames et messieurs, en acceptant la fonction ministérielle, vous avez accepté de relever avec moi ce défi. Si vous en acceptez les honneurs, vous devez également accepter le devoir, la discipline. Quelle que soit la mission qui vous échoit, celle-ci a besoin de rigueur et de hauteur de votre part. Chacun et chacune d'entre vous devra donc impérativement garder à l'esprit l'intérêt général et le respect de la fonction qui lui est dévolue. Vous connaissez mon attachement à l'unité de cette nation et à la pérennité de la République. Je ne tolérerai donc aucune discrimination,
ni division qui mettrait en péril notre idée de cette dernière, que ce soit au sein du département ministériel et encore moins dans les services rendus aux citoyens. Vous trouverez à moi une oreille attentive et à l'écoute. Cependant, celui ou celle qui manquera à ses devoirs n'aura aucune place dans cette équipe. Nous sommes tous des serviteurs du peuple souverain. Cette charge temporaire qui nous échoit est la plus lourde qui soit. Elle exige de chacun d'entre nous que nous allions au bout de nous-mêmes pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour ce peuple qui nous a fait confiance. Je vous demande donc de vous mettre au travail au plus vite pour ne pas décevoir. Je vous remercie. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, a fait un point de presse résumant le contenu de ce premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale et du nouveau mandat de 5 ans du président Ismaël Marguerite. La 9e séance du Conseil des ministres a lieu ce matin sous la présidence du chef de l'État. Il faut rappeler que c'est aussi le premier conseil qui est tenu après la formation du nouveau gouvernement à l'issue de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 8 avril 2016 et qui a consacré la victoire du président de la République à la magistrature suprême pour un nouveau mandat de 4 ans. À ce stade, il faut souligner que le président de la République a dévoilé la feuille de route qu'il a assignée au nouveau gouvernement, pour les 4 années, 5 années à venir. Le chef de l'État a beaucoup insisté sur un certain nombre d'éléments essentiels dans cette feuille de route. Le premier de ces éléments, c'est qu'il a demandé au gouvernement de l'accompagner avec rigueur, sincérité, discipline et solidarité sur la voie de la mise en œuvre des engagements que le chef de l'État a pris au devant de la population lors de la campagne électorale du mois de mars-avril dernier. Il a souligné le fait que l'action gouvernementale devait être une action qui ait un impact direct sur la vie de la population, à savoir les services qui sont rendus à la population doivent être des services délivrés ou livrés à temps, des services de haute qualité et surtout que chaque membre du gouvernement devra s'atteler à être en permanence à l'écoute de cette population. Le chef de l'État a beaucoup parlé d'une Djibouti prospère dans les années à venir. Pour que Djibouti devienne un pays prospère dans les années à venir, il est impératif de travailler sur un certain nombre d'axes qui sont fondamentaux, à savoir la lutte contre le chômage, une économie solide et diversifiée, transformée vers une plus grande industrialisation, une éducation de qualité, une justice performante et une administration également réformée qui justement devienne à l'image de cette prospérité tant attendue pour cette population et ce pays. Le chef de l'État a souligné la nécessité d'une discipline sans aucune, sans aucune complaisance. La discipline des membres du gouvernement devra être vraiment le leitmotiv premier. Le Premier ministre assure la coordination du gouvernement et pour que cette synergie et cette coordination puissent être réalisées, il est essentiel que la discipline soit de rigueur dans l'action menée ensemble, car le travail du gouvernement est d'abord un travail d'équipe et il y a une coordination qui est assurée par le Premier ministre. Le chef de l'État a beaucoup insisté et a exhorté le gouvernement à également mettre en avant la transversalité de leur action. Je crois que la coordination et la solidarité horizontale est également essentielle. Les membres du gouvernement doivent travailler ensemble. Le chef de l'État a insisté sur le fait qu'il ne tolérerait plus aucune rétention d'informations, aucun dysfonctionnement dû au fait que les membres du gouvernement ne s'entendent pas sur tel dossier ou tel autre dossier. Je crois que cette coordination horizontale est aussi importante que la discipline et la coordination verticale. Enfin, le chef de l'État a exhorté le gouvernement et a lancé un appel à tout le monde pour que ce contrat de performance qui était aujourd'hui mis en place à travers cette feuille de route soit un contrat de performance qui doit être, je dirais, évalué
tous les ans pour que chaque membre du gouvernement qui va agir dans le sens de la réalisation de ces objectifs soit également, je dirais, comptable de ces actes, non seulement devant le peuple, mais devant le chef de l'État, dans des délais qui sont raisonnables. Je crois que ceci est très important. Aujourd'hui, le Premier ministre également a pris la parole à la suite donc de cette intervention du chef de l'État et du débat qui s'en est suivi pour faire rapport au Conseil des mesures qu'il a entreprises déjà suite donc au mandat que lui a confié le président de la République dans le cadre de la réforme de l'administration. Vous savez que dès que le président de la République a été élu, il a convoqué une réunion où tout le monde du gouvernement, le Premier ministre ainsi que les administrateurs étaient présents afin de sonner, je dirais de tirer la sonnette d'alarme pour que cette administration puisse se transformer dans le sens d'une meilleure qualité de service à la population et surtout d'être à l'écoute de cette population qui a des attentes énormes. Et je crois que le Premier ministre également a pris les choses à bras le corps afin de mettre en œuvre les objectifs que le président ou la mission que le président lui a dévolue. Voilà l'essentiel des discussions qui ont eu lieu ce matin lors de ce premier conseil des ministres du nouveau gouvernement mis en place donc par le chef de l'État. Voilà pour ce chapitre politique avec la 9e séance du Conseil des ministres qui ouvre donc les nouveaux mandats du chef de l'État Ismaël Margueli à la magistrature suprême et l'arrivée d'une nouvelle équipe gouvernementale. Autre actualité de ce 15h, le Premier ministre Abdelrahman Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui une délégation éthiopienne conduite par la ministre du Transport Dinesha Ambessa et comprenant le maire d'Addis Abeba Driba Kuna. L'entretien a porté sur l'excellence des relations des deux pays et les moyens donc de les promouvoir. Rappelons que d'importants investissements ont été consentis dans les domaines du transport pour renforcer les échanges économiques entre Djibouti et l'Éthiopie et le monde. De nombreuses infrastructures de base ont été créées, qu'il s'agisse du train, des routes ou des infrastructures portières. Par ailleurs, une convention de jumelage a été signée entre les deux maires de Djibouti-Ville et d'Addis Abeba. Cette même délégation a été également reçue tour à tour par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Cet entretien a vu la participation du maire de Djibouti-Ville, Hussein Abdillahi Rayad, le maire d'Addis Abeba et bien d'autres personnalités. Les entretiens ont porté là aussi sur le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines. Et voilà sur les images, cette même délégation a été reçue par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, délégation conduite par la ministre du Transport éthiopienne, Dinesha Ambessa, et le maire de la ville d'Addis Abeba, Driba Kuna. Cette délégation était composée du maire de la capitale de Djibouti, Hussein Abdillahi Rayad. Les entretiens donc ont porté, je vous le disais là aussi, sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, en l'occurrence l'Éthiopie et Djibouti. Cette même délégation a été également reçue par le nouveau ministre du Transport et a eu donc par la suite un entretien avec le président de la Chambre de commerce. Les divers aspects sur l'accroissement des relations économiques et des échanges commerciaux ont été donc abordés au cours de ces entretiens.
ont pris également donc part à ces entretiens le directeur général du chemin de fer, Mahmoud Dabar, le maire de la capitale, Hussein Abdullah Yaqaya, le président de la commune de Balbala, Youssouf Hassan Nuhou. Du côté éthiopien, cette délégation a été conduite par la ministre éthiopienne du Transport, Demesha Ambassa, et le maire de la capitale éthiopienne, Addis Abeba, Drima Akuma. En bref, sans images donc, où à l'Assemblée nationale un pot a été organisé en l'honneur de la députée Safia Elmi Jibril, élue au poste de deuxième vice-président du Parlement panafricain. À l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, un pot a été organisé donc dans le hall du Parlement en l'honneur de la députée Safia Elmi Jibril, élue au poste de deuxième vice-présidente, représentant les pays de l'Afrique de l'Est du Parlement panafricain. À son arrivée dans les locaux donc, de l'Assemblée nationale, la députée a été très chaleureusement accueillie par ses pairs et principalement le groupe des parlementaires du Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès et son président Omar Adam Saïd. La République de Djibouti a célébré donc aujourd'hui la journée internationale de la télécommunication. Cette journée lancée par l'Union internationale de télécommunication, l'UIT, a pour thème cette année donc la télécommunication au service du progrès social et de l'entrepreneuriat. Le nouveau ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications a rappelé à cette occasion que les TIC sont des importants outils économiques et de progrès pour la République de Djibouti. Je vous propose de suivre. Notre pays, où l'économie est essentiellement basée sur le secteur des services, a consacré, en adéquation avec la politique de développement de son Excellence le Président de la République et sous l'égide du ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications, un investissement considérable en modernisant ses infrastructures. Cette stratégie vise à répondre aux exigences d'une accélération des évolutions technologiques, à profiter pleinement de notre position géostratégique régionale des voies de communication, à assurer à la population djiboutienne dans son ensemble, en tenant compte de sa diversité économique et sociale, les possibilités d'accéder et d'utiliser les nouvelles technologies de la communication et de l'information et lutter ainsi contre la fracture numérique. La généralisation du très haut débit, qui est un levier indispensable à l'émergence d'une économie numérique, source de véritables opportunités de développement à la fois par la création de richesses et d'emplois, en particulier pour les jeunes, et par une plus grande efficacité productive pour les entreprises. Djibouti Telecom n'a point ménagé ses efforts pour impulser le développement de l'usage de nouvelles technologies et continue d'œuvrer pour créer les conditions de base d'une révolution numérique partagée et pérenne. La présente opération en 2016, Djibouti Telecom casse les prix, en est la parfaite illustration de cette stratégie. Le lancement de cette opération en ce jour du 17 mai, Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, est l'occasion d'affirmer avec force la volonté de son Excellence, le Président de la République, de voir un accès accru aux nouvelles technologies en direction des particuliers, des entreprises
mais aussi des écoles, hôpitaux et milliers associatifs. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'appel de la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques minutes. Et ce communiqué donc du chef d'état-major qui nous informe que le sous-chef d'état-major de la défense, le général Taher Mohamed Ali, qui effectue donc depuis samedi une visite de travail au Soudan, a été reçu dimanche donc à Khartoum par le ministre soudanais de la défense, le lieutenant général Awad Ahmed Ibn Aouf, à qui donc il a remis un message écrit du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim. La teneur donc de ce message portait sur le renforcement de la coopération, notamment dans le domaine des échanges d'expertise et de formation des cadres et des liens donc d'amitié qui unissent les institutions des deux pays frères. Le ministre soudanais de la Défense a réaffirmé à cette occasion la solidité des relations entre les deux pays frères et leurs dirigeants. Économie cette fois avec l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, l'ANPI, en partenariat avec le programme POUM des Pays-Bas, qui joignent donc leurs forces afin de promouvoir l'esprit d'entreprise et la croissance économique durable chez les petites et moyennes entreprises, ici même en République de Djibouti. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANPI, et le programme PUM donc ont joint leurs forces et organisent donc un atelier d'introduction, des discussions et d'échanges concernant le programme des Pays-Bas afin de contribuer au développement de l'esprit d'entreprise et la croissance économique durable chez les petites et moyennes entreprises. Je propose de suivre cette explication. On a organisé cet atelier par le biais de l'ANPI et donc on a invité des entrepreneurs mais aussi des petites et moyennes entreprises pour pouvoir leur dire que voilà, le POUM est à Djibouti et que c'est possible de leur demander de l'aide. Je vous rappelle donc qu'aujourd'hui, le programme de soutien du POUM est actif dans plus de 70 pays dans le monde. Passons à présent à ce qui fait la une de l'actualité à travers le monde concernant la crise syrienne-libyenne. Les grandes puissances sont déclarées prêtes hier donc à soutenir et à armer le gouvernement d'union nationale libyen. Les États-Unis et les pays européens ont indiqué donc hier à Vienne être favorables à une levée de l'embargo de l'Organisation des Nations Unies sur les ventes d'armes à la Libye et être prêts donc à armer le gouvernement d'union nationale pour lutter efficacement contre les groupes Daesh. Explication. Les grandes puissances internationales et les pays voisins de la Libye ont décidé hier, lors de rencontres à Vienne, de soutenir l'effort de réarmement des gouvernements d'union nationale libyens installés à Tripoli. Les diplomaties américaines et des 24 délégations nationales ou régionales ont annoncé qu'elles soutiendraient totalement les efforts du gouvernement exécutif libyen qui demande la levée de l'embargo de l'aide sur les ventes d'armes à la Libye. Le secrétaire d'État américain John Kerry, qui présidait la rencontre avec le ministre italien des Affaires étrangères, a indiqué que la communauté internationale appuiera la demande de Tripoli d'exemption de l'embargo de l'ONU sur les armes afin de pouvoir combattre Daesh et les autres groupes terroristes. L'embargo de l'ONU sur les vols d'armes à la Libye avait été imposé au début de la révolte contre le régime de Muammar Kadhafi en 2011. Mais a été violé à maintes reprises. Les demandes de levée de cet embargo ont jusqu'ici réussi de fin. Pour l'instant, les discussions politiques et les guides sécuritaires ont plutôt facilité. Depuis 2014, l'implantation de combattants djihadistes en Libye. C'est selon les experts en sécurité constitue aussi une menace directe pour les pays voisins de la Libye et pour l'Europe. Information internationale sur les cris d'alarme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui appelle donc tous les pays à prendre leur part de responsabilité dans l'accueil des réfugiés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a appelé hier à plus de solidarité internationale sur la question des réfugiés. Il estime qu'une réponse globale est nécessaire pour résoudre ce problème planétaire. Sur 21 millions de réfugiés dans le monde, seuls 1% ont obtenu donc l'asile l'an dernier, a rappelé dans l'agence
Je pense qu'il manque une vision au niveau européen, c'est ce qu'a indiqué donc un responsable. Nous avons besoin d'une stratégie plus structurée à long terme pour savoir où nous en serons dans 10 ou 20 ans sur les migrations, sur les délivrances de visas, leur libéralisation, sur la mobilité transfrontalière. C'est ce qu'a appelé donc François Crépeau, le reporter spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme. Des réfugiés en visite en Grèce. Donc l'UNHCR déplore que le fardeau des réfugiés ne repose que sur quelques pays comme la Grèce qui les accueillent sur leur sol et sur les quelques pays donateurs qui fournissent plus de 80% de l'aide. En 2015, donc, en recense, plus de 1,2 million de personnes ont demandé l'asile dans l'Union européenne. Le flux a ralenti notamment en raison de l'accord signé entre l'Union européenne et Ankara. Et nous revenons donc sur une information capitale nationale où nous parlons donc dans un magazine le port de Boralé et les travaux de ce port qui vont donc bon train. Donc. Djibouti occupe une position géographique privilégiée qui les situe sur les grandes voies de navigation maritime et des échanges commerciaux entre l'Europe, l'Afrique, la péninsule arabique et l'Extrême-Orient. Pour stimuler son économie et offrir à sa jeunesse des opportunités de travail, le gouvernement djiboutien s'est engagé à investir énormément dans les infrastructures portuaires et la chaîne de transport. Plusieurs ports sont ainsi en voie de création ou d'achèvement. Une tâche spécifique est attribuée à chacun d'entre eux. Ainsi, le 8 septembre 2013, le président de la République, Ismaël Margueli, lançait le premier coup de pioche de ce qui sera le nouveau port de Boralé, multiservice. Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire, le développement des infrastructures a toujours été la base fondamentale de l'évolution de toute civilisation et joue un rôle majeur dans la croissance économique et dans la réduction de la pauvreté. La République de Djibouti étant un pays de service, nous avons pu, grâce à une volonté et une détermination sans faille, entamer la transformation de Djibouti en un hub régional maritime viable, dynamique et propice aux affaires et aux investissements. Il nous a fallu en effet repenser en profondeur notre vision d'avenir afin de mettre en valeur notre position géostratégique favorable. La construction de ces grands projets a été confiée à la société d'État chinoise de construction et d'ingénierie qui a pris la responsabilité de réaliser l'extension du port de Boralé qui deviendra un port non seulement destiné aux marchandises containerisées mais un port multiservice ou multipurpose comme le suggère le sens de son terme en anglais. Un accord de partenariat ou de joint venture a été signé entre cette société, l'autorité des ports et zones franches de Djibouti et une autre société chinoise, la China Merchant Holding International Company. tallaabo kale aad u weyn oo $1 milyaar ayay galaysaa. C'est un grand pas dans le développement du pays. Une zone franche commerciale d'une superficie de 3000 hectares sera construite à proximité de ces nouveaux ports avec une enveloppe de 1,5 milliard de dollars. C'est ce qui vient d'être signé dans cet accord. Il est prévu également que 200 000 emplois verront le jour. Accueillir des navires de 50 000 tonnes. Mais lorsque le nouveau port sera donc terminé, on pourra donc accueillir des navires de plus de 70 000 tonnes, plus de 90 000 tonnes. Les travaux d'extension du port de Boralé permettront d'avoir un linéaire de quai de 4130 mètres avec 15 quais d'amarrage. Les aires de manutention et de stockage des conteneurs seront augmentées et une nouvelle zone franche. Dans la journée, donc il n'y a pas une limite à part, donc le 3 shifts travaillent en 8 heures d'affilée, donc 8 heures par shift, donc ce qui fait 3 fois 8, 24. Et
et nous sommes à peu près à 60% de construction. Finalement, les travaux avancent à pas de joie. Ces travaux qui devront durer 30 mois, soit 2 ans et demi, sont en bonne voie. Il est prévu qu'ils soient totalement achevés en février 2017. À l'heure actuelle, avec des centaines d'ouvriers djiboutiens à l'œuvre, ce sont près de 417 ingénieurs, cadres supérieurs et administrateurs chinois qui travaillent sans relâche pour donner jour à ces projets d'extension du port dont le coût est estimé à quelques 400 millions de dollars. Les personnels engagés dans ces vastes chantiers, hommes et femmes confondus, ont été soigneusement sélectionnés et sont hautement qualifiés. Tous ces personnels est ainsi engagés dans un même élan et dynamique afin de faire aboutir les projets dans les délais prévus et d'en faire un précieux outil au service du développement. Pour la question de savoir qui va devenir donc l'ancien port, effectivement des études ont été menées et je crois qu'il va y avoir des hôtels, un marina, un centre d'affaires. Afin de mener à bien ces travaux, de nombreux équipements lourds ont été acheminés sur place, dont un navire de dragage, des barges et des bateaux de liaison pour assurer les suivis et l'avancement des travaux. Les tout s'appuyant sur des bulldozers de terrassement, des excavatrices, d'engins utilisés pour l'écoulement du béton ou de la pose de l'asphalte. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh est très optimiste pour l'avenir de Djibouti. Cela permettra à notre pays de devenir un pays émergent qui suit les pas des autres nations développées. Nous faisons des grands efforts pour lutter contre la pauvreté et nous demandons les tout-puissants de bien nous aider à venir à bout de notre rêve. Le port de Port-Ali et acheminé vers les pays voisins va donc énormément augmenter et tous les moyens de transport dit multimodal seront utilisés. Des travaux d'envergure sont ainsi engagés pour multiplier les infrastructures portuaires du pays et les renforcer. Dans ce souci également à développer en même temps le réseau de transport ferroviaire, routier et aéroportuaire. C'est un magazine donc sur le port polyvalent de Doralé, magazine signé par notre équipe de reporters, en l'occurrence Idriss Adouta. Merci pour votre fidélité, pratiquement 16h moins quart sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour ce focus avec nous sur ce plateau. Asma Obakar, bonjour Asma. Bonjour. Nous revenons sur cette allocution du chef de l'État lors de ce premier conseil du nouveau gouvernement et la 9e séance du conseil des ministres et qui ouvre en même temps le nouveau mandat du chef de l'État à la magistrature suprême suite à la brillante réélection de l'élection présidentielle du 8 avril dernier. Voilà, effectivement, Ali, cette 9e séance et premier conseil des ministres qui marque également officiellement l'entrée en exercice d'un nouveau gouvernement. Les Djiboutiens ont exprimé leur attachement et leur volonté de voir Djibouti atteindre son plein potentiel. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'État. Il a également parlé des objectifs majeurs qu'il compte atteindre, c'est réduire la pauvreté, éviter la fracture sociale, une administration efficace, une économie solide, une justice performante et une éducation de qualité. Le président Guelleh a surtout mis l'accent sur la formation et le travail qui, selon le président de la République, les leviers essentiels de sa réussite. Et ensemble, a-t-il dit, nous allons relever ces défis. Le lauréat djiboutien a mis en exergue son objectif principal de transformer Djibouti en une nation prospère. Le chef de l'État a réaffirmé par la suite qu'il ne tolérait aucune discrimination et que chaque responsable qui manquerait à son devoir n'avait pas de place dans ce gouvernement. Il a été ferme sur ce point. Le chef de l'État a demandé aux membres du gouvernement de se mettre au travail.
Merci pour ces explications. Et de là, nous passons par là dans l'actualité internationale, ce qui fait la une avec cette nouvelle tentative à Vienne pour relancer les négociations. De la paix en Syrie, effectivement, 17 pays se réunissent à Vienne à partir d'aujourd'hui pour tenter de relancer les négociations de la paix pour la Syrie qui ont été à plusieurs reprises mises à mal en raison des combats sur le terrain. Alors, est-ce que la diplomatie peut-elle jouer un rôle pour la paix en Syrie? C'est la question primordiale qui se pose. Et pour y répondre, les grandes puissances se sont réunies ce mardi à Vienne au sein du groupe international de soutien à la Syrie piloté par les États-Unis et la Russie, bien sûr. Ils tentent de relancer les négociations qui peinent à progresser en raison des violations de la trêve de blocage de l'aide humanitaire sur le terrain. Depuis début 2016, à lui, 3 sessions de pourparlers intersériens indirects ont eu lieu à Genève sans progrès, alors que plus de 270 personnes ont trouvé la mort, donc ont péri dans le conflit depuis mars 2011. Le dernier volet en avril, on se rappelle, a été suspendu avec la reprise des hostilités à Alep et sa province dans le nord du pays. Et le cessez-le-feu n'a pas été en même temps respecté. Dernier sujet, Asma. On parle de Cannes. Les plus belles histoires d'amour sont américaines. Il aura fallu attendre 2 réalisateurs américains pour que la compétition s'adoucisse. On parle effectivement avec Patterson et Jib Jarmusch qui livre un film thème d'une tendresse infinie, tandis que Jeff Nichol transcende l'amour avec le bien-aimé Loving. Les Rita Mitsuko l'ont chanté, les histoires d'amour finissent mal en général. Tout est dans la deuxième partie du refrain. En 2 films présentés coup sur coup en compétition, le Festival de Cannes vient en effet de nous démontrer que les passions amoureuses ne s'achèvent pas obligatoirement